Merci Nathalie Hennig de nous rendre visite au laboratoire de la République. Nathalie Hennig est particulièrement chère à mon cœur parce que j'ai fait partie d'un jury, le jury Plutarque, le prix Plutarque de l'essai, qui a décerné son prix. C'était un jury qui réunit des gens de France Culture et du Monde des livres, pour ne rien vous cacher. Nous avons décerné ce prix en 2017 à Nathalie Hennig pour ce livre qui s'appelait Des valeurs, pour une sociologie des valeurs. Un livre ardu et très intéressant dont on va sûrement être question ce soir, puisqu'il s'agit ce soir de la manière de juger, enfin de valoriser, d'estimer les personnes. Et à la suite de ce prix, nous avons reçu une pétition de 2000 intellectuels, universitaires en particulier, qui nous abjuraient de renoncer à ce prix, de le retirer à son auteur, car elle était jugée scandaleuse. Alors vous allez voir ce soir pourquoi Nathalie Hennig est une sociologue scandaleuse. Elle vous expliquera en détail ce qui l'oppose à, disons, à une partie de la corporation. Elle l'explique remarquablement dans la collection Tract de Gallimard, où elle a publié, je crois, cette année ou l'année dernière, l'an dernier, un livre qui explique assez bien ce qu'elle reproche au milieu de la sociologie et des sciences humaines, enfin, pas à tous ses confrères, elle a aussi quelques amis, mais à certains d'entre eux. Elle leur reproche en gros une politisation excessive, elle leur reproche un paradigme de la domination hérité de Bourdieu qui fait que les sciences humaines s'appauvrissent. Et elle, au contraire, elle essaie de maintenir vivante une tradition de la sociologie descriptive, neutre, axiologiquement non engagée, pour décrire des phénomènes qui sont mal perçus, mal vus par la sociologie bourdivine, dont vous venez par ailleurs. Hein. Bourdieu était votre directeur de thèse. Je suis revenu. C'est ça. Est-ce qu'on dit bourdivin ou bourdieusien? Moi, je dis plutôt bourdieusien, mais bon. D'accord, mais j'aime bien bourdivin. En général, bourdivin, c'est plutôt quand on est très contre. Ça m'indice. Oui. Alors, commençons par le livre le plus difficile, on finira par le tract le plus facile et le plus polémique par la suite. Parce que l'activité intellectuelle de Nathalie Hennig se déroule donc sur ces deux plans, je dirais, sur le plan de la prise de position face à des adversaires intellectuels et sur le plan de la description. Ah ben voilà le ministre. Donc il était prévu qu'il nous interrompe et donc c'est ce qu'il va faire. Je vais vous laisser la parole. Non ? Ok. Donc, alors pour entrer dans le vif du sujet, la sociologie de Nathalie Hennig porte en grande partie, une grande partie de ses travaux universitaires savants, je dirais, porte sur la question de la sociologie de la valeur, des valeurs. Elle est aussi spécialiste de la sociologie de l'art et des milieux artistiques, de l'esthétique, sociologie difficile et là aussi assez mal couverte. Mais là, pour revenir à la valeur, la question que pose ce livre est comment évalue-t-on les personnes ? Les choses, on sait les évaluer parce qu'elles ont un prix sur un marché. Mais les personnes, comment les évaluer ? Selon quels critères sommes-nous nous-mêmes évalués en tant que personnes et à travers quelles épreuves, comme des examens et autres, pouvons-nous être testés sur le plan des valeurs ? Et bien, c'est à ces questions que répond ce livre ambitieux, novateur et qui mobilise, je dirais, un savoir assez encyclopédique. Néanmoins, le littéraire y trouve sa part, puisqu'il y a des espèces de capsules très utiles pour la compréhension de ce que Nathalie veut dire. Et ces capsules sont tirées du commentaire soit de grands auteurs de la sociologie, mais plus généralement d'auteurs littéraires. En particulier, il y a de grands emprunts à un livre qui est une de mes passions personnelles, mais je crois que maintenant c'est assez répandu. C'est Les souvenirs d'un Européen de Stefan Zweig, Le monde d'hier. Extraordinaire bouquin dont Nathalie tire énormément de choses que on n'avait pas vu. Le lecteur innocent était passé. Il y a ce livre, il y a Proust, et il y en a beaucoup d'autres qu'on croise. Bref, vous faites des emprunts à la littérature et vous faites un emprunt initial, je dirais, parce que la première phrase du livre est tirée d'un roman de Jane Austen, que je vais vous lire, il est assez drôle. « Je pourrais épouser n'importe quel homme qui ait un bon caractère et des revenus suffisants. » À l'époque, donc, on voit que les jeunes filles ne rêvaient pas au prince charmant. D'où une première interrogation, comment mesurer les critères et les épreuves de valorisation des personnes dans un contexte historique donné? Parce que ce que montre très bien ce livre, c'est qu'évidemment, ces critères et ces épreuves ont évolué à travers le temps. Et surtout, ce qui me paraît absolument fondamental dans ce livre, c'est le passage de la Révolution française. C'était évidemment à partir du moment où, comme Tocqueville l'a montré, le système de caste, qui était celui de l'Ancien Régime, de la noblesse,
par rapport aux tiers-États et le système d'ordre qui organisait la société française de manière telle qu'on n'avait pas l'idée qu'on pouvait changer, qu'on pouvait passer dans un autre ordre. Tocqueville a montré, et vous insistez beaucoup là-dessus et vous travaillez sur ce sujet, Nathalie Hennig, Tocqueville a montré qu'au contraire, la démocratie, dans la mesure où elle nous rend tous égaux en droit, donne à l'envie, au besoin de s'égaler, au besoin de se mesurer à l'autre, une dimension que l'on n'avait jamais connue, puisque l'égalité parfaite que la démocratie nous promet n'est jamais atteinte par définition. Certains réussissent, d'autres échouent, certains sont jeunes et d'autres vieux, certains sont beaux et d'autres moches, et c'est ainsi. Donc l'égalité, y compris l'égalité de revenus, est évidemment hors d'atteinte, mais la démocratie, bizarrement, promet cette égalité. Et une grande partie du travail de ce livre consiste à travailler cette notion d'égalité démocratique. La Révolution française a aboli les privilèges, mais n'a pas aboli l'inégalité. Or, le livre se termine par un certain nombre de méditations et d'indications sur ce que la notion d'inégalité peut signifier dans les sociétés démocratiques. Et je pense que c'est aussi un apport fondamental de ce livre. Mais voilà pour l'ouvrage savant que je vous recommande, parce que, comme tout ce que fait Nathalie Hennig, il évite absolument le jargon. C'est une des choses qu'on peut vraiment apprécier quand on lit un peu des ouvrages de sociologie, c'est que vous haïssez le jargon. Or, beaucoup de vos confrères s'en entourent parce que précisément leur contenu est assez faible. En général, le jargon est une manière de penser faible. Or, vous pensez droit, et vous pensez dur, et vous pensez juste. Donc, la première question que je veux vous poser, c'est que à plusieurs reprises, vous prenez vos distances, et c'est peu dire, avec ce que vous nommez la sociologie critique, et donc en particulier avec l'œuvre de Pierre Bourdieu, dont vous étiez l'élève. En quoi votre sociologie, à vous, non critique, est-elle une approche tout simplement préférable? Car après tout, vous direz les partisans de Bourdieu et de la sociologie critique, quand on décrit le monde, c'est qu'on veut le changer. Vous, apparemment, vous ne cherchez pas à le changer. Moi, je cherche à le changer, mais pas dans le domaine de mon travail de sociologue. Moi, je ne suis pas payée pour changer le monde, je suis payée pour l'expliquer, le comprendre, le faire comprendre. Donc, j'essaye de faire une différence très nette entre la sphère du travail scientifique, académique, sociologique, et puis la sphère du travail militant. Et donc, le tract appartient à la sphère militante, alors que la valeur des personnes, pour moi, c'est vraiment un travail de recherche. Si des gens s'en emparent pour changer le monde, j'en serais ravie, mais ce n'est pas à moi de le faire, et mon rôle, c'est de produire des connaissances, de produire du savoir. En tant que sociologue des valeurs, j'estime que le savoir fait partie des valeurs fondamentales de notre société, et si nous voulons défendre cette valeur, eh ben, il faut produire des livres, des textes, des propositions qui relèvent vraiment de la connaissance, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. Alors, pourquoi est-ce que la sociologie critique me paraît problématique pour la connaissance? C'est pour toutes sortes de raisons, je la critique à plusieurs reprises dans le livre, mais c'est d'abord parce qu'on ne peut pas à la fois s'engager dans une position et décrire cette position, ou décrire l'espace des positions dans lequel cette position se situe. Or, si on veut à la fois critiquer la méritocratie et en même temps décrire le système de valeurs dans lequel s'inscrit la méritocratie, on ne peut pas comprendre, on peut rien comprendre parce que tout simplement, on a des œillères. Bon. Donc, la sociologie critique est une sociologie à œillères qui voit certaines choses très bien, mais qui n'en voit pas d'autres. Et c'est ce que j'essaye d'éviter. J'essaye de pratiquer, on y reviendra peut-être, mais une sociologie que j'appelle compréhensive et non pas explicative, c'est-à-dire j'essaye d'expliciter les raisons pour lesquelles les acteurs agissent comme ils le font, plutôt que d'expliquer ces raisons par des déterminismes sociaux, des positions sociales, etc. Donc là encore, je me démarque énormément de la sociologie que j'ai apprise, que j'ai dû ensuite désapprendre. Ma sociologie est également neutre, donc pour les raisons que je viens de dire, ayant beaucoup travaillé sur des sujets très conflictuels, notamment sur l'art contemporain. J'ai bien expérimenté le fait que si on prend parti dans le domaine sur lequel on travaille, on ne peut pas comprendre. Je n'aurais pas pu comprendre la logique des débats sur l'art contemporain si je m'étais moi-même engagée pour ou contre l'art contemporain.
Donc la neutralité est fondamentale. Et puis, je parle d'une sociologie descriptive et analytique, encore une fois, parce que il s'agit de comprendre le monde et non pas de le changer, même si par ailleurs, en tant que citoyenne, bien évidemment, j'aimerais beaucoup pouvoir changer le monde. Voilà. Je vais partir peut-être de la phrase initiale de Jane Austen, parce que c'est pas pour rien si elle est en début d'introduction et si elle revient à plusieurs reprises dans le livre. C'est que cette personne, donc c'est une jeune fille évidemment à marier, sort cette phrase magnifique dans un contexte privé, c'est-à-dire qu'elle parle à sa sœur. Hein, dans Jane Austen, il y a toujours des sœurs qui doivent se marier. Bon. Et donc, je commence par ça, c'est très important parce qu'on n'attribue pas de la même façon de la valeur aux personnes selon les contextes. Il est évident que si ça avait été dans un dîner mondain, elle n'aurait jamais pu sortir « je pourrais épouser n'importe quel homme qui ait un bon caractère et des revenus suffisants », ça aurait paru d'un cynisme absolument inacceptable. Mais en privé, en contexte privé, elle peut le faire. Donc là, le premier chapitre du livre est consacré à examiner tous les contextes et les formes d'évaluation qui font que, selon les moments, on ne peut pas dire la même chose, etc. Et j'essaye de dégager la logique sous-jacente de ces contraintes contextuelles, exactement, c'est un peu prétentieux, mais j'essaye de faire ce que Erving Goffman a fait à propos des règles implicites de la présentation de soi, hein, de dégager ces règles implicites que nous savons mettre en œuvre sans savoir que nous le savons. Hein, et c'est ça que je trouve passionnant dans la sociologie compréhensive. Par ailleurs, donc le rôle du contexte est très important, par ailleurs, dans cette phrase, il y a une autre chose qui est très intéressante, c'est que le bon caractère renvoie à ce que j'appelle une qualité personnelle, hein, plus ou moins bon caractère, selon qui on est, bon, c'est de la psychologie, mais en revanche, les revenus suffisants renvoient à ce que j'appelle une qualité statutaire, c'est-à-dire qu'on appartient à une famille qui a un certain revenu. Vous savez qu'à l'époque c'était très important, c'était ce qui permettait d'avoir une rente, hein, et donc de ne pas travailler. Bon. Et c'était fondamental pour le marché matrimonial. Hein. Il fallait pouvoir épouser quelqu'un qui avait de la rente. Bon. Et donc, ça c'est la matière du deuxième chapitre. J'ai découvert en écrivant ce livre une chose qu'à la fois je savais, mais je ne savais pas que je le savais de la façon dont je l'ai compris, c'est l'importance absolument fondamentale dans nos sociétés de cette différence entre d'un côté les qualités personnelles et de l'autre côté les qualités statutaires. C'est une différence qui fait que les qualités personnelles, la beauté, la force, la gentillesse, enfin tout ce que vous voulez, sont étroitement associées à la personne elle-même, alors que les qualités statutaires sont associées au groupe auquel elle appartient. Hein, c'est le fait d'appartenir à une famille noble ou pas, le fait d'appartenir à une entreprise prestigieuse, etc. etc. Bon. Et ces deux catégories de qualités sont tout aussi fondamentales l'une que l'autre dans notre façon d'attribuer de la valeur aux personnes, mais elles n'ont pas du tout la même signification, ne serait-ce que parce que les qualités personnelles permettent d'appliquer la valeur de mérite, ce qui n'est pas le cas des qualités statutaires, sauf si on se prévaut du mérite de ses ancêtres guerriers pour l'aristocratie d'épée, mais ça me renvoie à très longtemps. Et à propos il y a très longtemps, ce que j'ai aussi développé dans ce deuxième chapitre, c'est l'histoire de cette tension entre les qualités personnelles et les qualités statutaires, puisqu'il est clair que sous l'Ancien Régime, on était essentiellement dans un régime de qualité statutaire, hein, la société était divisée en ordres, et on était avant tout évalué en fonction de l'ordre auquel on appartenait, et donc de ses liens familiaux, etc. Et la révolution démocratique à laquelle tu as fait allusion, ça était d'abord une révolution de basculement des qualités statutaires aux qualités personnelles, c'est-à-dire de mise en avant de ce critère fondamental dans nos sociétés qui est le mérite personnel comme base d'évaluation des personnes. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut décrire de façon très précise, et je pense que c'est un élément tout à fait fondamental. Et j'ai découvert aussi en écrivant ce chapitre que la sociologie critique, pour revenir à ta question, consiste essentiellement à rabattre les qualités personnelles sur les qualités statutaires. C'est-à-dire à dire,
vous croyez que vous notez la copie d'un élève en fonction de ses mérites scolaires, mais pas du tout. En fait, vous notez la copie d'un fils de bourgeois ou d'un fils de prolétaire, et c'est cette appartenance statutaire qui est l'explication fondamentale de ce que vous êtes en train de faire. Et donc, je m'amuse d'ailleurs à citer un article important de Pierre Bourdieu et Monique de Saint-Martin, paru en 1975 dans Actes de la recherche en sciences sociales, qui était donc une critique de la notation scolaire à base d'études d'un corpus de copies qui avaient été notées, etc. Bon, entre parenthèses, quand on regarde de près, les chiffres ne sont pas du tout parlants. Il leur fait dire des choses, enfin, les écarts de statistiques sont beaucoup moins grands que ce qu'ils prétendent, mais peu importe. Et on voit bien que toute l'opération consiste, encore une fois, à dévoiler le statutaire sous le personnel, ce qui peut avoir des vertus heuristiques formidables, et tout son livre sur la distinction est basé là-dessus. Hein, c'est l'idée que vous pensez avoir des goûts personnels, mais en fait, vos goûts appartiennent à votre milieu social. Donc, il y a en effet des effets heuristiques, hein, ça je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Simplement, ce qu'on ne voit pas dans cette perspective critique, parce que ça donne des œillères, c'est que les acteurs eux-mêmes sont parfaitement capables d'aller et venir entre le statutaire et le personnel, et de faire eux-mêmes ce basculement qui consiste à passer l'un à l'autre et à dire ouais, mais t'as des goûts de prolo, bon voilà, donc ça c'est qualité statutaire, hein, derrière les qualités personnelles, ou au contraire de dire ben pour une agrégée de philo, elle est quand même drôlement sympa, quoi. Vous voyez, voilà. Donc, on est parfaitement capable de faire le basculement de l'un à l'autre, et ce basculement fait partie de notre savoir-faire axiologique. Hein. Axiologique, ça veut dire relatif aux valeurs, bon, et il est absolument fondamental. Et du coup, en écrivant ça, j'ai réalisé qu'on pouvait relire La recherche du temps perdu, parce que, évidemment, c'est un livre avec plein de possibilités d'entrée, mais une des entrées, c'est que la différence entre le salon de Guermantes et le salon Verdurin, c'est que le principe de sélection des membres du salon Guermantes, ce sont les qualités statutaires, c'est l'appartenance à une grande famille nobiliaire, alors que le principe de sélection au salon Verdurin, ce sont les qualités personnelles, et c'est pour ça que Madame Verdurin parle des membres des salons de la haute comme des ennuyeux. Pourquoi ennuyeux? Parce qu'ils n'ont ni culture, ni savoir-faire, ni quoi que ce soit, ils ont juste un nom et une particule. Hein, voilà. Et donc, donc j'ai beaucoup utilisé la recherche du temps perdu hein, dans le livre, mais voilà, c'était un des moments où j'utilise ça. Et l'autre moment, et je termine sur ce chapitre, c'est que j'ai compris aussi, c'est ça qui est génial avec la sociologie, c'est qu'on comprend des trucs, quoi. Parce que je crois, avec la sociologie critique, on ne comprend pas, on se contente de répéter ce qu'on sait déjà, hein, et de reprouver pour la énième fois ce qu'on sait déjà. Mais ce que j'ai compris donc, en écrivant, c'est que la qualité qui permet aux acteurs de passer du statutaire au personnel et du personnel au statutaire, c'est le goût. Le fait d'avoir du goût, c'est quelque chose qui permet à une personne qui, disons, est grande par son statut social, de montrer qu'elle a aussi une qualité personnelle hein, qui lui permet de mériter ce statut, et inversement, c'est ce qui permet à des personnes ayant un faible statut, par leur goût, alors que ce soit vestimentaire, culturel, tout ce qu'on veut, de prétendre appartenir à la catégorie des gens qui ont droit à un statut et une valorisation particulière. Et je termine ce chapitre, évidemment, sur le magnifique extrait de la recherche, les souliers rouges de la duchesse, certains d'entre vous s'en souviennent, lorsque le duc et la duchesse de Guermantes s'apprêtent à partir au bal, dans la rue, avant de monter en voiture, ils rencontrent Swann, leur grand ami, qui leur annonce qu'il est très malade et qu'il est condamné par la médecine. Ils sont pressés parce qu'ils ont peur d'être en retard, et ils s'apprêtent donc à monter en voiture sans trop se préoccuper de parler avec Swann. Et à ce moment-là, le duc dit à la duchesse « Mais tu ne vas pas partir avec une robe rouge et des souliers noirs, c'est inacceptable, tu remontes immédiatement te changer. » Et donc là, ils acceptent de prendre du retard pour le départ dans cette soirée mondaine, alors qu'ils étaient censés être extrêmement en retard, et donc
comment dire, il transgresse les règles élémentaires de l'amitié et de la civilité pour ne pas faire de faute de goût. Et c'est cette phrase finale magnifique où le dit que heureusement que les maris sont là, vous vous rendez compte, Oriane allait partir là-bas avec des souliers noirs et une robe rouge. Quoi, voilà. Bon, voilà donc l'importance du goût comme opérateur de transfert entre qualité personnelle et qualité salutaire. Et ça, c'est que le deuxième chapitre. Troisième alors. Je ne sais plus si c'est Oriane, si Oriane allait au salon Verdurin ou au salon des Guermantes, je ne sais plus, mais en tout cas, qu'il s'agisse de Swann, d'Odette ou des autres, il s'agit à chaque fois d'une présentation et dans le fond d'une épreuve. On est présenté à une société et il faut prouver sa propre valeur, dans le fond ce qu'on vaut vraiment, qu'il s'agisse de qualités aussi bien personnelles s'agissant du salon des Verdurins que des qualités statutaires s'agissant du salon des Guermantes. Et vous travaillez beaucoup sur cette notion d'épreuve, qui m'a beaucoup intéressée. Les épreuves, ça va être les notes d'une copie, les examens, ça va être les présentations quand on passe à la télévision, quand on passe à la radio, quand on fait une conférence. Donc ce sont à chaque fois des épreuves, et vous creusez beaucoup cette notion d'épreuve en liant l'épreuve à un régime démocratique et à la République, comme si l'un était consubstantiel de l'autre, liant cela avec la reconnaissance de valeurs qui va basculer, mais vous allez nous expliquer, du fait du passage de l'épreuve. Est-ce que vous pouvez un peu développer ce que représente l'épreuve? Alors ça, c'est la deuxième partie. Alors je zappe les autres chapitres de la première partie. Donc la première partie, elle est consacrée, je l'ai appelée l'épreuve en 2 mots de la grandeur, c'est-à-dire tous les éléments concrets qui donnent des prises pour pouvoir attribuer de la valeur. Bon. Et la deuxième partie s'intitule l'épreuve, L', de la grandeur, et puis la troisième partie, c'est sur à l'épreuve des écarts de grandeur. Donc, deuxième partie sur les épreuves, pourquoi? Parce que une chose que je n'ai pas dite tout à l'heure à propos de ce que j'essaye de faire, c'est la sociologie pragmatique. Alors, la sociologie pragmatique, c'est quelque chose qui est né dans la France des années 90, autour de 2 dissidents de la sociologie bourdieusienne, à savoir Bruno Latour d'un côté et Luc Boltanski et Laurent Thévenot de l'autre. Bon, il se trouve que j'étais au séminaire des deux, donc j'en ai beaucoup bénéficié. Et la notion d'épreuve est un élément central en sociologie pragmatique. Sociologie pragmatique, ça consiste essentiellement à travailler à partir de l'observation des actions en situation réelle. Bon, c'est-à-dire qu'on ne va pas interviewer des gens en leur disant que pensez-vous d'eux, on observe les occurrences effectives de comportements spontanés, ce qui est vraiment très différent. Et donc, enfin, je passe là-dessus parce que je ne veux pas faire un cours d'épistémologie, mais la notion d'épreuve est centrale en sociologie pragmatique, et Latour l'avait mis en place dès son premier livre sur Pasteur, hein, avec les épreuves, les expériences biologiques comme une forme d'épreuve, d'épreuve de vérité. Et elle est centrale justement parce que il faut prendre en compte la réalité matérielle, effective, pratique de ce qui se produit dans nos interactions pour comprendre ce qui s'y passe. Or, ce qui s'y passe, ce sont très souvent des passages d'épreuves. Bon. Alors, ça peut être des toutes petites épreuves, une épreuve de présentation, par exemple, il faut bien se tenir. Bon. Et puis, ça peut être des grosses épreuves, un concours à l'agrégation, une compétition sportive, une compétition électorale, etc. etc. Bon. Et donc, cette question de l'épreuve est fondamentale pour la question de l'attribution de valeur. Pourquoi? Parce que nous pouvons parfaitement dire de un tel « Oh, il est comme ci, oh, il est comme ça, ah, il a un bon caractère, oh, il est fauché, bon, etc. » Bon. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne change pas grand-chose au statut de la personne. Pour qu'une attribution de valeur ait un effet, et ça c'est la sociologie pragmatique, hein, est un effet, est une action sur le statut des personnes, encore faut-il passer par un moment qui permette d'objectiver cette attribution et de la généraliser, c'est-à-dire d'en faire quelque chose de collectif, de consensuel et de durable. C'est ça qui est très important. Et que fait par exemple l'épreuve de l'examen? Eh bien, elle fait passer la personne du statut de celui qui n'a pas encore l'examen à celui qui a l'examen, et elle le fait passer d'une façon institutionnalisée, collective, durable, et donc on devient, si c'est un concours, on devient par exemple un agrégé, hein, alors qu'on ne l'était pas avant l'épreuve. Donc il y a vraiment une formalisation
de l'attribution de valeur qui passe donc par ces épreuves et qui est fondamentale. Et donc, j'étudie les épreuves notamment au regard de leur double statut de trouble et de test. Alors, j'utilise beaucoup le magnifique commentaire par Norbert Elias, qui est mon sociologue préféré, de la nouvelle d'Edgar Poe sur le maelstrom, avec ce moment terrible où deux frères dans une barque sont pris dans un maelstrom. L'un des deux est un peu plus distancé et comprend que les objets les plus légers et ronds vont moins vite vers le fond que les autres, prend un tonneau, saute de la barque et s'accroche au tonneau, et voit son frère disparaître dans le maelstrom, dans sa barque, tandis que lui-même est sauvé. Bon. Et donc, cette épreuve-là, elle est à la fois un trouble terrible, parce que c'est absolument affreux à vivre, et c'est en même temps un test de l'intelligence du frère qui s'en est sorti, et de sa capacité de distanciation, puisque Elias en fait une parabole de la question de l'efficacité de la prise de distance. Bon. Et donc, dans toute épreuve, il y a ces deux éléments-là. C'est à la fois compliqué à vivre, c'est quelquefois douloureux, c'est difficile, et en même temps, c'est quelque chose qui va vous permettre d'être investi d'une certaine valeur par autrui, et c'est donc le fameux test, hein, le test de compétence, le test de beauté pour les concours de beauté, le test de force pour etc. Et donc c'est vraiment fondamental pour comprendre comment une simple attribution de valeur donnée par n'importe qui peut devenir efficiente. Hein. C'est ça qui est fondamental. Je peux en dire un peu plus, mais ça va. Ça va, même si je trouvais très intéressant le glissement que vous faisiez entre, d'une part, les qualités statutaires, donc, comme vous l'avez expliqué, qui primaient, je dirais, sous l'Ancien Régime. Aujourd'hui, les qualités personnelles qui priment, mais l'épreuve dans un régime démocratique va être d'autant plus essentielle pour faire ce basculement de la qualité personnelle à la statutaire. Exactement, c'est exactement, puisque toute épreuve va tester une qualité personnelle et transformer le statut de la personne, puisqu'elle va faire de cette qualité personnelle une qualité statutaire. Quand vous réussissez le concours à l'agrégation, eh bien, vous devenez un agrégé. Hein, et donc vos qualités personnelles d'intelligence, etc., de culture, de savoir, de tout ce qu'on veut, vont se transformer grâce à l'épreuve en un nouveau statut qui va vous permettre de faire l'objet d'une attribution de valeur statutaire. Ah oui, c'est un agrégé. Voilà. Ça a l'air tout simple, mais je pense que c'est fondamental pour comprendre ce qui se joue dans ces moments qui sont très importants dans nos vies. Oui, absolument. Et c'est effectivement les axes que vous faites, les répartitions entre les uns et les autres permettent même de mûrir sa réflexion sur qu'est-ce que vaut telle personne, qu'est-ce que vaut un tel, est-ce que machin vaut plus que l'autre, etc. Il faut à chaque fois raisonner à partir des axes que vous proposez. Mais effectivement, si on va dans ce sens-là, ce que vous mettez en exergue, c'est que dans le fond, il y a une inégalité de fait dans la société et qu'on a tendance à l'oublier. C'est-à-dire que oui, effectivement, il y aura toujours des personnes plus belles que d'autres, il y aura toujours des personnes plus intelligentes que d'autres, il y aura toujours sans doute des personnes avec plus de diplômes, plus de médailles. Et vous nous dites dans le fond que l'inégalité, ce n'est pas l'injustice, et qu'on a tort bien souvent de les confondre. Donc, peut-être revenir éventuellement là-dessus. Et vous citez à cet égard la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'on trompe tous trop souvent, et vous le savez parfaitement bien ici, tout le monde est égaux en droit, mais évidemment vous précisez que c'est selon ses capacités et sans autre distinction que celle des vertus des citoyens et de leur talent. C'est un talent fondamental. Qualité personnelle. Voilà, donc on parle bien, dans la Déclaration des droits de l'homme, on a bien une inégalité de fait, en fonction des vertus et des talents que je trouve extrêmement intéressante. Donc est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur cette conception d'égalité républicaine qui réconcilie inégalité de fait d'un côté et égalité en droit ? Oui, alors ça, c'est le dernier chapitre du livre qui arrive donc au terme de la troisième partie. La troisième partie, c'est à l'épreuve des écarts de grandeur, puisque je montre que toutes ces attributions de valeur produisent des hiérarchies, puisque les attributions sont toujours comparatives, on est toujours plus ou moins, hein, il y a toujours des éléments de comparaison qui font que, par définition, toute attribution de valeur produit un positionnement de la personne évaluée dans une hiérarchie. Donc, je passe le chapitre sur les hiérarchies, parce que j'ai aussi beaucoup découvert de choses en écrivant sur les hiérarchies, parce que j'ai découvert qu'il y avait une forme pyramidale de la hiérarchie, une forme linéaire, une forme concentrique, une forme englobante, une forme... j'ai oublié les... Bon, peu importe, enfin, il y a une demi-douzaine de formes, bon, je passe. Hein.
Oui, enfin bon, bref. Et donc, les attributions de valeur extensives, voilà, produisent, parce qu'il y a la hiérarchie par la proximité, il y a la hiérarchie par la mobilité, enfin bon, je passe là-dessus. Donc, les façons dont nous attribuons de la valeur aux personnes produisent de fait des hiérarchies, et c'est ce que j'appelle la production ordinaire des inégalités, parce qu'évidemment, toute hiérarchie implique une inégalité. Bon. Donc, là encore, ça va à l'encontre de la sociologie qui est à la mode actuellement, la sociologie critique de la domination, pour qui la domination, ça vient d'un système patriarcal, capitaliste, libéral, etc. Ce qui peut être vrai d'une certaine façon, c'est vrai qu'il y a des structures d'exploitation, des structures de traitement des personnes, etc. Mais il y a aussi toute une dimension de production des inégalités par tout un chacun que la sociologie critique ne voit pas, tout simplement parce qu'elle ne veut voir que des structures et des systèmes. Bon. Et donc, cette production ordinaire des inégalités est très compliquée à gérer. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société où l'inégalité ne va pas de soi et où être dans des situations, des positions inégalitaires est compliqué à gérer. Il faut éviter la vanité, il faut éviter d'humilier autrui, il faut éviter l'envie, très important. Voilà, donc je consacre tout un chapitre à cette question de la gestion très complexe de ces inégalités. Et puis donc le dernier chapitre sur la question donc de l'égalité et de l'inégalité. Donc il y a factuellement des inégalités et il y a juridiquement, axiologiquement, une égalité de droit conférée par principe à tous les citoyens, et c'est la magnifique révolution de la République française. Bon. Donc nous sommes tous égaux en droit, mais de fait, nous sommes évidemment inégaux sur toutes sortes de plans. Bon. Et comment donc concilier les deux? Ça signifie simplement que enfin, je vais essayer de prendre les choses par un bout plus simple. La vulgate actuelle, disons de la sociologie de la domination, de la pensée critique, de la gauche radicale, etc., c'est que toute inégalité est forcément injuste. Bon. Parce qu'on part de l'idée que seule l'égalité absolue serait synonyme de justice. Et là, je pense qu'il y a simplement un malentendu, un contresens, parce que nous savons tous qu'il peut y avoir des inégalités qui sont perçues de façon non injuste, de façon juste. Par exemple, un exemple tout simple, nous faisons la queue devant le cinéma. Il y a bien évidemment une inégalité dans l'ordre dans lequel les gens vont entrer dans le cinéma. Personne ne trouve ça injuste. Au contraire, si quelqu'un enfreignait cet ordre, on trouverait ça très injuste. Bon. Lorsqu'on note la copie, donc c'est le critère de l'ordre, lorsqu'on note la copie d'un élève, on trouverait extrêmement injuste qu'une très mauvaise copie soit notée de la même façon, de façon égalitaire par rapport à une autre copie. C'est le critère du mérite. Bon, le mérite permet de considérer une injustice comme une inégalité, comme juste. Il y a également le critère du besoin. On ne donne pas la même quantité de gâteaux à un bébé et à un grand gaillard, parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Donc c'est le critère du besoin qui permet aussi de considérer une inégalité comme juste. Bon. Et il y a enfin le critère de la chance, quand on n'arrive pas à départager que ni le mérite, ni le besoin, ni l'ordre, ni le rang, enfin le rang ou l'ordre, c'est la même chose, ne permettent de construire une forme de justice dans l'inégalité, eh bien on tire au sort. Et c'est la chance qui détermine, et en général tout le monde est à peu près d'accord pour dire que c'est la meilleure façon de sortir d'une situation d'inégalité sans avoir un sentiment d'injustice. Or, les critiques actuelles de la méritocratie commettent deux contresens essentiels, il y en a d'autres, enfin bon, les principaux. D'abord, ils confondent le fait et la valeur, c'est-à-dire qu'ils confondent la valeur de mérite avec le fait du mérite, et sous prétexte que le mérite ne serait pas toujours bien récompensé, ils contestent la validité de la valeur même de mérite, ce qui est absurde parce que c'est grâce à la valeur de mérite que l'on peut aider à construire des situations, que l'on peut aider à surmonter des inégalités d'origine. Donc il y a ce premier contresens, et le deuxième qui est encore une fois de confondre
l'inégalité et l'injustice, et de ne pas voir que pour tout le monde, c'est vraiment, il n'y a pas besoin d'être sociologue pour le comprendre, pour plein de gens, il est clair que l'égalité n'est qu'un des critères parmi d'autres de la justice, et que l'égalité des droits est fondamentale dans notre société, des droits civiques, des droits même humains, bon, des droits de l'homme, mais que ça n'est que sur ce plan-là que l'égalité est un absolu. Sur tous les autres plans, l'inégalité est un fait, et c'est un fait que nous savons plus ou moins bien gérer, justement en faisant varier ces différents critères de justice. Voilà. Et donc les critiques actuelles, notamment en sociologie de l'éducation, de la méritocratie, sont des critiques qui sont à la fois absurdes du point de vue intellectuel et nocives du point de vue politique. J'en dis pas beaucoup dans le bouquin parce que je suis pas censée prendre des positions, mais nocives parce que tout simplement elles privent les individus qui auraient besoin d'être évalués en fonction de leur mérite, de la possibilité de le faire. Voilà. Et c'est donc une critique doublement contre-productive, et c'est là-dessus que je termine ce chapitre. Ensuite, il y a la conclusion. Et plus loin sur ce que vous venez exactement de dire, vous citez un moment Danilo Martuccelli qui parle de l'élan de la modernité. Et si je comprends bien, l'élan de la modernité, c'est précisément le moment où les castes, les ordres de l'Ancien Régime ont été supprimés et où l'individu ambitieux de Julien Sorel, que vous citez également, peut devenir enfin quelqu'un à son tour, qui n'est pas, le fait qu'il est un fils d'artisan de province n'empêchera pas de parvenir aux plus hautes fonctions dans l'État à Paris. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez formidable, assez peu reconnu de nos jours, le fait qu'effectivement, en basculant d'une société d'ordre à une société de classe, la mobilité sociale est encouragée et que la société dans son ensemble bénéficie bien entendu de l'ambition des uns et des autres qui peuvent s'élever, alors que dans les sociétés d'ordre ou de caste, c'est par définition une impossibilité. Deux mots là-dessus? Oui, alors c'est à condition, bien sûr, de garantir l'égalité des chances. J'ai parlé de l'égalité des droits, qui est acquise. J'ai parlé de l'égalité de fait, qui n'est acquise que dans certaines circonstances, et elle est plutôt minoritaire. Mais entre les deux, on a l'égalité des chances, c'est-à-dire le fait de faire en sorte, dans la mesure du possible, que les individus partent avec des aptitudes, des possibilités équivalentes, même si leurs milieux sociaux de départ ne sont pas aussi faciles, enfin, ne sont pas... enfin, même si certains ont des handicaps sociaux, voilà, pour dire les choses facilement. Bon. Et donc, cette égalité des chances, je pense que c'est vraiment, on le sait très bien, mais c'est la solution pour faire en sorte que les inégalités factuelles de départ ne pèsent pas trop sur les chances d'ascension sociale par le mérite, et ça signifie tout simplement faire des enseignements compensatoires pour les enfants issus de milieux sociaux défavorisés, etc. Enfin, on sait le principe, on n'est pas toujours capable de le mettre en œuvre, mais je pense que c'est par le travail sur l'égalisation des chances que l'on peut parvenir à faire coïncider au maximum l'idéal de justice avec les inégalités, avec l'égalité factuelle et non plus seulement l'égalité juridique des droits. Voilà. Alors, ce qui me frappe beaucoup dans la sociologie que vous pratiquez, pragmatique donc, c'est d'une part qu'effectivement vous refusez la soumission aux idéologies quelles qu'elles soient. Vous n'êtes, comme vous dites, ni dénonciation ni justification. Il ne s'agit pas de défendre l'ordre existant en disant que c'est formidable, ni de le nier. Deuxième chose qui me frappe aussi, c'est que vous parlez, la sociologie critique à la Bourdieu ne reconnaît finalement qu'un plan assez unique par exemple, du mérite ou de l'aide des hiérarchies. Vous dessinez des hiérarchies extrêmement multiples et vous montrez la manière dont elles travaillent les unes par rapport aux autres. Mais il y a une troisième qualité qui me frappe dans vos travaux depuis le début, et c'était une des raisons pour lesquelles on vous avait donné le prix Pétrarque, c'est que face à une sociologie structuraliste ou bourdivine, qui voit dans les acteurs sociaux des purs produits de déterminisme qui leur échappent, à un moment vous discutez de les thèses de Durkheim à ce propos, vous montrez que Durkheim, la pensée de Durkheim est fondateur de la sociologie française, est beaucoup plus ambigu que ce qu'on croit. Enfin, les bourdivins font référence à Durkheim pour expliquer que finalement le sens de leur action échappe
radicalement aux acteurs sociaux, vous ménagez, et c'est ce qui me paraît quand même le plus formidable dans votre travail, une certaine liberté, une certaine autonomie des acteurs. Non seulement ils savent assez bien ce qu'ils font, mais ils connaissent le sens de leur action. Moyennant quoi, j'aimerais bien avoir votre avis, parce que j'ai l'impression que c'est plus nuancé que ça. Vous n'êtes pas dans dans la sociologie à la Touraine, où les acteurs sont parfaitement conscients de ce qu'ils font, et parce qu'ils ont remplacé le prolétariat d'autrefois, et ils sont porteurs de la transformation globale de la société. Où en est, comment vous situez la liberté de l'acteur et sa détermination par les structures sociales d'ensemble? Moyennant quoi, on est tous quand même plus ou moins agis autant qu'on est acteurs, non? Ben, c'est un vieux débat, hein, déterminisme et liberté, mais je ne le prends pas de façon philosophique. Je pense qu'il y a de la vérité, évidemment, dans la mise en évidence des contraintes structurelles, disons, qui pèsent sur les acteurs et dont ils n'ont pas forcément conscience, ne serait-ce que l'influence du milieu social, par exemple, bon, ou ce que Erving Goffman a appelé les cadres de l'expérience dans le livre de lui que je préfère. Je ne vais pas raconter ce que c'est, mais il montre très bien que les situations dans lesquelles nous sommes sont régies par des règles extrêmement précises, dont nous n'avons pas conscience, mais que nous savons mettre en œuvre. De même que pour la langue, d'ailleurs. Hein, nous sommes, dans notre façon de parler, nous sommes totalement contraints par les règles de la langue que nous parlons, que nous maîtrisons sans forcément en connaître toujours la logique. Bon, et en même temps, nous avons une certaine liberté dans l'usage de la langue. Et donc, il y a bien évidemment toute une dimension qu'a très bien travaillé la sociologie interactionniste, hein, qui est l'opposé de la sociologie déterministe, et qui montre comment les acteurs ont une certaine marge de manœuvre dans leur façon de mettre en œuvre les règles, de jouer avec les contraintes, etc. Donc, moi, je me situe dans un entre-deux. Pourquoi? Parce que je pense que la pensée se stérilise lorsqu'elle s'enferme dans des clans ou dans des camps. Hein. On a eu plusieurs générations d'enfermement, le camp des structuralistes déterministes d'un côté, le camp des interactionnistes partisans de la liberté de l'acteur de l'autre. C'est absurde. La réalité est multiple, elle est complexe, et notre expérience, c'est le fruit d'une intersection, d'une conjonction entre des règles dont nous n'avons pas la maîtrise et des possibilités d'action sur lesquelles, en effet, nous pouvons parfaitement exercer notre liberté. Et c'est justement, c'est ça qui est passionnant dans la sociologie, c'est qu'elle nous permet de travailler les deux et de travailler la façon dont les deux s'opèrent. Bon. Et donc vouloir s'enfermer dans un clan, parce que beaucoup de gens quand même dans les milieux universitaires, pas seulement les milieux universitaires, politiques c'est pire, mais ont besoin de s'affilier à un collectif et de dire « moi je fais partie des hein, », c'est ce que j'appelle « je pense comme nous hein, ». Voilà. C'est à la fin du bêtisier du sociologue, j'ai fait un petit chapitre un peu méchant sur « je pense comme nous ». Bon. Et donc ça c'est la logique de la pensée par clan. Hein. Bon. Donc moi je ne suis ni dans le clan de la sociologie déterministe structurelle à la Bourdieu, ni dans le clan des interactionnistes purs et durs. Je suis simplement dans la posture de celle qui essaye de comprendre la réalité. La réalité étant complexe et multiple, et ben, l'intérêt c'est de comprendre cette complexité. Voilà. Alors ça m'amène très logiquement au tract que vous avez publié l'an dernier. Là, on quitte le domaine de la science pure, épurée, du domaine de l'esprit, pour rentrer vraiment dans le combat idéologique. Dans le pamphlet. Dans le pamphlet. Et alors, vous êtes très, très dur. Hein. Vous attaquez vos collègues parce qu'ils ne font pas le partage entre le savoir et l'opinion, et qui se servent en réalité de la chaire universitaire pour délivrer à leurs étudiants un militantisme, une idéologie. Alors, expliquez-nous, quelle est cette idéologie? Pourquoi elle vous chagrine? Alors d'abord, juste un détail, c'est que dans le dernier chapitre de La valeur des personnes, où je parle des impensés, des critiques de la méritocratie, tout le travail d'écriture, et c'est très compliqué, a consisté à ne mettre cette critique que sur le plan épistémique des contresens que commettent mes collègues. Alors,
J'en cite quelques-uns, Pierre Rosanvallon, François Dubé, etc. Bon. Et non pas sur le plan d'une mésentente politique, hein, puisque j'ai tenu ma neutralité jusqu'au bout. Mais évidemment, dans ce que le militantisme fait à la recherche, je m'autorise, parce que c'est un pamphlet, à avoir des positions politiques et à critiquer le fait que beaucoup de nos collègues, aujourd'hui, confondent le militantisme avec le travail de production et de transmission des connaissances pour lesquelles nous sommes payés. Je rappelle que nous sommes payés pour produire et transmettre du savoir et non pas pour militer, et que pour militer, nous avons à notre disposition des structures démocratiques formidables que sont les associations, les syndicats, les partis, les manifestations, les pétitions, etc. Bon. Et donc il ne faut pas simplement confondre les deux. Alors ce que font actuellement ceux de mes collègues qui confondent allègrement les deux, c'est de considérer que la légitimité de la cause progressiste consistant à lutter contre les discriminations en général est telle qu'elle justifie que l'on détourne la visée de production des connaissances au bénéfice d'une visée de transformation de la société. Et c'est cette posture que je déplore et que je critique. Alors, certains d'entre eux me répondent, mais pas du tout, ce qu'on fait est totalement scientifique. En fait, quand on va voir de près, et je suis un peu allée voir de près pour écrire le tract, ça consiste essentiellement à annoncer en entrée un certain point de vue. Par exemple, il existe une domination masculine, par exemple, à aligner les statistiques issues d'une enquête en général un peu bâclée et à retrouver à la sortie exactement ce qu'on avait mis en entrée. C'est ça qu'on appelle, entre guillemets, dans la sociologie critique, un travail scientifique. Comme je dis, la recherche, ça consiste à découvrir ce qu'on ne sait pas et non pas à prouver pour la énième fois ce qu'on sait déjà. Voilà. Donc c'est essentiellement cette question-là qui me préoccupe. Alors on la trouve évidemment dans toutes les dimensions de ce qu'on appelle la pensée woke aujourd'hui, c'est-à-dire toutes les formes de discrimination. Donc on a les fameuses studies, hein, les études de genre, les études intersectionnelles, donc on a tout, le sexe, la race, l'orientation sexuelle, l'obésité, le handicap, enfin toutes les formes de minorité, disons, sont constituées en discrimination. Ces discriminations sont constituées en causes, qui peuvent être légitimes, encore une fois, sur le plan politique. Hein, bon. Et ces causes sont constituées en unique clé de compréhension du monde, et donc en justification du dévoiement du travail universitaire au profit d'un travail militant. Voilà. Merci Nathalie Nix, c'était une conversation exigeante, passionnante et pas militante, comme vos ouvrages. Je vais peut-être laisser le mot de la fin à Jean-Michel Blanquer. Peut-être des questions. Si vous voulez qu'on passe les questions d'abord. Bonsoir Madame Hénique, je vous présente très brièvement, je m'appelle Robin Pic et vos travaux m'ont particulièrement intéressé parce que je suis doctorant à Paris 1 à Panthéon-Sorbonne, je suis chercheur en droit et je fais mon sujet de thèse sur l'évaluation des personnes en droit privé. Waouh! Donc, quand j'ai... Vous allez me laisser vos coordonnées, s'il vous plaît. Voilà, quand j'ai vu votre livre sur le présentoir en septembre, j'en croyais pas mes yeux. Je suis très content d'avoir pu vous lire. J'ai appris beaucoup de choses, donc vraiment merci beaucoup. J'ai juste une question d'ordre méthodolo-épistémologique, si je peux parler ainsi, désolé pour les néologismes. Vous parlez des épreuves de grandeur, celles qu'on subit tous au quotidien et celles que pratiquent les personnes, mais je trouve qu'il y a un point aveugle que je vois entre nos deux approches, parce que j'ai une approche juridique forcément, et votre approche sociologique, qui est de ne pas parler de l'évaluation au travail. J'ai assez peu trouvé finalement dans votre livre de l'évaluation au travail, et il me semble quand on réfléchit à ce qui attribue la grandeur aux personnes, et je pense que personne ici me contredirait, vu la qualité de l'Assemblée, on se définit beaucoup par notre valeur au travail, et par la valeur qu'on nous accorde au travail. Voilà, donc pourquoi peut-être ce choix de ne pas parler du travail. Et un deuxième point que je soulevais sur le même versant, et ça c'est par pur intérêt parce que je suis chercheur surtout en droit du numérique, pourquoi ne pas tant parler du numérique et des évaluations en ligne? Aujourd'hui aussi, beaucoup l'attribution de valeur se fait en ligne. Oui, alors ça j'en parle au premier chapitre à propos
de l'importance des followers et de la façon dont on mesure la notoriété maintenant par les followers en ligne, qui est donc une nouvelle façon de construire de la mesure de la qualité des personnes, en l'occurrence de leur notoriété. Hein, donc ça, j'en parle à la fin. Pour ce qui est du travail, c'est vrai que c'était pas les principaux exemples que j'ai pris. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas très familière de sociologie du travail. J'ai cité quand même quelques travaux de collègues qui ont vraiment travaillé très finement sur les évaluations au travail. J'ai mentionné la question de l'épreuve de recrutement pour dire une chose qui pour moi est fondamentale, c'est que lorsqu'il y a attribution de valeur, c'est une épreuve non seulement pour la personne qui est évaluée, mais aussi pour l'évaluateur. Et on le voit bien dans les épreuves de recrutement, parce que c'est très compliqué pour un évaluateur qui doit recruter quelqu'un au travail de le faire, parce qu'il a peur de se tromper, il a peur de commettre une injustice, il a peur de faire une bêtise par rapport à l'entreprise, etc. Bon. Et donc, pour moi, c'est très important, cette réversibilité de l'épreuve, que là encore, la sociologie critique ne voit pas, parce qu'elle ne voit qu'un effet de domination de l'évaluateur sur l'évalué, et ne voit pas que les situations d'épreuve sont à double sens et sont aussi des épreuves pour l'évaluateur. Voilà. Mais c'est vrai que j'ai aussi beaucoup pris d'exemples dans une littérature qui n'est pas forcément une littérature très familière avec le travail, parce que ni Stefan Zweig, ni Marcel Proust n'étaient dans les entreprises, disons. Bon, voilà. J'ai cité par exemple les mémoires du pasteur Trocmé, parce qu'il y a des choses magnifiques là-dedans. J'ai beaucoup cité quand même, c'est un travail très particulier, je le reconnais, les mémoires de Gilles Jacob, le délégué du Festival de Cannes, parce que ça regorge de magnifiques évaluations très très amusantes à analyser. Alors vous direz, c'est un travail particulier. C'est vrai, vous savez, j'ai pris des exemples là où ça tombait. Je dois dire que j'ai fait ce livre dans les 3 confinements, et donc j'ai pioché dans ma bibliothèque et dans mes notes. J'aurais parfaitement pu pousser les exemples du côté du monde du travail, mais je laisse à mes collègues le soin de le faire à partir de ce modèle. L'idée, c'est que c'est un modèle de description et d'analyse des jugements de valeur qui peut être utilisé par les autres pour continuer. D'ailleurs, je vais monter un atelier là-dessus, donc vous me laisserez vos coordonnées, parce que je vous inviterai à l'atelier. Voilà. Question. Oui, bonsoir. Nathalie Henich, vous avez beaucoup parlé de Bourdieu, en bien et en moins bien, mais vous avez parlé aussi de sociologie compréhensive. Est-ce que Max Weber, qu'est-ce que vient faire Max Weber dans votre approche? Max Weber, c'est avec Elias, c'est mon sociologue préféré. Bon, j'en ai 3, Elias, Goffman et Weber. Bon. Pourquoi Weber? Parce que Weber a pratiqué une sociologie, alors avec des outils encore extrêmement frustes, parce qu'il n'y avait pas d'enquête, il n'y avait pas de statistiques, il n'y avait pas de sondage, il travaillait sur des archives essentiellement, et sur des livres d'histoire, mais il a pratiqué une sociologie qui n'essaye pas d'expliquer les conduites des acteurs par des phénomènes extérieurs à eux, mais, encore une fois, d'expliciter les raisons qui les font agir comme ils le font. Et le livre de Weber le plus fondamental à ce sujet, c'est L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, où il montre comment ce sont des valeurs, en fait, des cadres de valeurs, qui font en grande partie agir les acteurs. Et pas seulement la recherche d'intérêt. Donc, à l'époque de Marx, évidemment, c'était très, très, très différent de l'approche marxiste. Donc moi, je m'inscris dans cette ligne-là. L'autre raison pour laquelle je suis très attachée à la sociologie de Weber, c'est sa neutralité. C'est celui qui a vraiment posé la nécessité de la neutralité axiologique. Et la troisième raison, c'est son usage des typologies, vous savez, sa notion d'idéal type, la construction de types abstraits qui nous permettent, grâce à des typologies, de nous orienter dans l'espace des possibles et de comprendre comment le monde est fait, en fait. Et d'ailleurs, dans le livre, vous verrez, il y a plein de typologies. Je fais des tas de petits tableaux où j'essaye de mettre en place les différents éléments qui nous permettent de comprendre qu'il y a un ordre sous-jacent à nos actions et à nos représentations. Et c'est cet ordre que j'essaye d'expliciter. Et en cela, je pense que ma sociologie est tout à fait weberienne. Voilà. Question. Bien, mais d'abord, merci beaucoup pour cette venue, cher Nathalie Henich, parce qu'aujourd'hui c'est un moment
de réflexion très illustrée par tout ce que vous venez de dire et par votre livre. On a, bien sûr, je salue en vous aussi celle qui a participé au Conseil des sages de la laïcité et vos engagements, votre capacité à faire le distinguo, comme vous l'avez très bien dit maintenant, entre la recherche et l'engagement. L'un n'empêche pas l'autre, simplement il ne faut pas se tromper de registre lorsque l'on s'exprime. Puis ce soir, ce qu'on a entendu, c'est ce qu'on voit aussi dans vos livres, c'est-à-dire une très grande liberté d'esprit. Et je trouve très heureux de cette soirée pour ce qu'elle illustre, non seulement pour ce que vous avez dit, mais aussi pour ce que cela illustre. Parce que ce qui est très intéressant quand on vous lit ou quand on vous écoute, c'est de voir, vous venez d'ailleurs de le rappeler, la liberté de vos références, votre éclectisme, votre curiosité, c'est-à-dire le fait que vous allez chercher des choses que vous ne savez pas encore. Et finalement, c'est aussi une leçon pour nous, puisque le risque dans le débat public contemporain, et nous le disons souvent, et Eric insiste beaucoup là-dessus, il a bien raison, c'est le fait qu'à force de combattre des adversaires parfois un peu simplistes, un peu schématiques, et même en sociologie, ils existent, vous les avez nommés, eh bien, on peut devenir nous-mêmes simplistes. On peut perdre le goût de la nuance, perdre le goût de la recherche, perdre le goût de l'imprévu, et on oublie de penser contre soi, qui est finalement le réflexe intellectuel premier que l'on va avoir, c'est-à-dire accepter qu'on va penser autre chose d'un peu différent demain par rapport à ce qu'on pensait hier, et le faire en général sur un socle de conviction qui lui demeure. Et ça, c'est vraiment, je crois, ce que vous illustrez tellement bien, comme scientifique, mais aussi comme citoyen. Et ce soir, vous l'avez, sans le chercher à le faire d'ailleurs, totalement illustré. Je pense que c'est très important pour nous, c'est important pour les jeunes qui sont là aussi, de se situer dans cette logique-là, dans ce que j'aimerais, c'est cette éthique finalement, cette éthique dans la relation au savoir. Donc merci beaucoup. Ensuite, sur le contenu du livre, je ne vais pas résumer la conférence, c'était très bien fait. Merci encore à Brice et à Marie de ce travail de dialectique et d'accouchement qui est fait grâce à eux. Mais c'est vrai que sur le plan du contenu, d'abord, vous nous rappelez que la sociologie, c'est important. Et là aussi, même chose, on pourrait finalement finir par délaisser la sociologie, dégoûter de la sociologie à cause de ses dévoiements, et quelques individus comme vous, malheureusement pas assez nombreux, nous réconcilient avec la sociologie en nous disant à quel point c'est évidemment une science fondamentale et à quel point on en a besoin pour faire face aux exigences de notre temps. En second lieu, on l'a aussi très bien entendu, c'est une réflexion sur l'égalité. Nous appelons laboratoire de la République, ça signifie que nous mettons l'égalité au centre de nos valeurs, avec la liberté évidemment. Et rappeler la subtilité de la notion d'égalité, comme vous l'avez fait, la complexité de cette notion, qu'évidemment l'égalité, ça ne veut pas dire être tous de la même façon, au même endroit, faire la même chose, à la fois physiquement et de tous les points de vue impossibles et non souhaitables d'ailleurs, mais qu'il y a un idéal de l'égalité qui est derrière la notion même de république, qui suppose justement la méritocratie, la capacité de distinguer selon l'effort, les valeurs, le talent, la part de la chance que vous avez évoquée, qui fait partie de la vie, et d'une certaine façon, entre la République et l'égalité, il y a la vie tout simplement. Et la sociologie essaie de nous expliquer la vie, que ce soit la vie collective et même à certains égards la vie individuelle. Donc nous réconcilier avec la sociologie, c'est pas le moindre de vos mérites. Quelques sociologues vivants, parce qu'on peut faire référence à de grands sociologues morts, mais quelques sociologues vivants le font comme vous, à l'échelle française ou à l'échelle internationale, mais encore une fois, pas suffisamment nombreux. Donc le laboratoire est complètement dans son rôle, en mettant en valeur votre travail, évidemment. Mais à mon tour, ce que je veux saluer, c'est non seulement votre travail, mais c'est votre personnalité. C'est-à-dire qu'on a besoin d'intellectuels comme vous, c'est-à-dire d'intellectuels qui continuent à prendre au sérieux le travail académique, tout en étant tellement honnête sur le plan intellectuel que vous faites le pas de vous engager parce que vous sentez les urgences, vous sentez les besoins. Et donc, merci de ça, merci d'illustrer tout cela. J'en profite pour faire le moment des petites annonces, qui est que le 8 décembre, peut-être que Eric avait prévu de le faire, le 8 décembre prochain, donc nous accueillons Emmanuel Carrère, ici aussi à la Maison de l'Amérique latine, pour son livre V13, donc ce sera tout à fait autre chose, mais en même temps, là aussi complètement dans l'esprit du laboratoire de la République. Et donc ça va être aussi un point important. Et puis le 13 décembre, nous fêterons le premier anniversaire de la création du laboratoire de la République.
donc ce sera aussi l'occasion d'une fête, toujours à la Maison de l'Amérique latine. Ce sera l'occasion de rassembler aussi beaucoup de ceux qui sont venus aux conversations éclairées, donc j'espère vous-même, puisque c'est l'occasion aussi de dire que nous sommes un collectif de gens très différents, tant mieux par leurs compétences, par la nature de leur engagement, mais qui quand même sont mus par cette idée républicaine dont on a tellement besoin aujourd'hui, et qui est tellement articulée avec les enjeux académiques, tellement articulée avec l'université, tellement articulée avec les consolidations diverses dont nous avons besoin par le savoir. La Troisième République s'est consolidée par l'école et par l'université, par la naissance de la sociologie, par le renforcement des sciences humaines. Chez un Max Weber, comme chez un Durkheim, il y a et une honnêteté intellectuelle et une déontologie scientifique profonde, d'une très grande densité, et une volonté d'être au service du progrès humain, tout simplement, et du progrès des sociétés, ce qui suppose parfois des engagements et une vision éthique de ce que l'on produit. Donc merci d'illustrer en ce début du XXIe siècle la même chose, et donc oui, la sociologie a sa place dans nos réflexions et dans nos échanges, et heureusement que vous la faites vivre aussi bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nathalie. Merci Marie, merci Brice. Et si vous le voulez bien, on se retrouve pour se procurer l'ouvrage que vous brûlez de lire maintenant. Nathalie Hennig pourra dédicacer à ceux qui souhaitent les livres en question, et on vous invite à partager un verre et peut-être continuer les questions-réponses en direct avec l'auteur. Merci à tous.